Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Donc, je m'appelle Dominique Morat, je suis la directrice de la rédaction de l'Obs, anciennement Nouvel Observateur, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, notre session aujourd'hui s'appelle le retour de la logique de puissance. Contrairement à l'Europe, les États-Unis et la Chine ne séparent pas leurs intérêts économiques et géopolitiques et ils utilisent de manière croissante leur puissance économique, technologique et financière pour gagner du terrain sur un plan géopolitique. On a vu que Donald Trump n'hésitait pas à violer les lois et les règles communes qui présidaient jusqu'ici à la mondialisation. Et pour débattre de tout ça aujourd'hui, on a un panel de choix. Alors, je vais commencer par les présents. Donc, on a Jean-François Cirelli, qui est président France de BlackRock. Il a été directeur général délégué de GDF Suez, puis cadre dirigeant du groupe Engie. Il a aussi été directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, chargé des questions économiques, industrielles et sociales. Il a notamment participé à des réformes majeures, notamment celle des retraites en 2003. On a Bernard Guénier, juste à ma droite, qui est président de PwC France et Afrique francophone. Il a fait sa carrière au sein de ce cabinet de consulting depuis 1990, à Marseille, à Shanghai, dans la Silicon Valley. Il est spécialiste des technologies et spécialement du software, des logiciels. Et nous avons Ming-Po Kai, qui est fondateur et président de KT Capital, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une firme d'investissement globale qui a été créée en 2006 par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et qui est spécialisée dans les investissements transnationaux en Chine, en Europe, aux États-Unis. Elle gère 3 milliards d'euros d'actifs et c'est 14 fonds qui font du private equity et de l'innovation avec 100 professionnels à Shanghai, Beijing, Paris, Munich, New York, San Francisco et Tel Aviv. Et puis va arriver Farid Zakaria, qui est hôte et concepteur de l'émission Farid Zakaria GPS sur CNN, donc qui est vraiment connu parce que son programme hebdomadaire qui porte sur les affaires nationales et internationales est devenu un must pour tous les dirigeants de la planète. Il a reçu Obama, Djabao, Poutine, Macron, Netanyahou, Erdogan. Bref, si on ne défile pas chez lui, eh bien, c'est qu'on n'est pas arrivé au sommet. Alors, je vais, pour commencer le débat, passer la parole à André Cartapanis du Cercle des économistes qui va cadrer notre débat avant que les intervenants prennent la parole chacun à leur tour. André, c'est à vous. Merci Dominique. Alors je voudrais commencer tout bêtement par une définition. Qu'est-ce qu'un régime international? C'est un ensemble de croyances communes, de règles, de régulations, d'accords organisationnels qui sont acceptés et mis en œuvre par un groupe de pays. Depuis l'après-guerre et jusqu'aux années 2000, la globalisation s'est effectuée dans le cadre d'un régime international qui s'incarnait dans des règles de fonctionnement, s'agissant des marchés, s'agissant des organisations internationales, le Fonds monétaire, l'OMC, etc. Et placé évidemment sous le sceau du multilatéralisme. Ce régime international n'existe plus. Nous sommes entrés aujourd'hui dans une autre façon d'aborder les relations internationales. Et on le voit dans le domaine du protectionnisme, on le voit également dans le domaine de la manipulation des taux de change, qui devient en quelque sorte un instrument d'action à des fins géopolitiques. Le vocabulaire a changé d'ailleurs. On parle de guerre commerciale, on parle de guerre des taux de change. M. Trump a récemment utilisé une nouvelle expression, la loi du talion des politiques de change. Les armes du protectionnisme, la géopolitique du dollar, se sont substitués aux concepts habituels que sont les désajustements, les déséquilibres. Et donc on est entré dans un monde où ce sont des logiques de puissance qui s'expriment et non plus des logiques qui s'exprimaient sur des marchés de compétition, de concurrence, avec des désajustements à réguler. On le voit par exemple sur le plan macroéconomique, lorsque, en présence d'un véritable duopole, le duopole des États-Unis et de la Chine, eh bien, sont en œuvre des stratégies qui consistent à exercer un pouvoir sur les autres. Pas tellement défendre ses propres intérêts, mais affirmer sa puissance, qui est un potentiel, en le mobilisant sous la forme d'action et donc en exprimant son pouvoir.
Raisonner en termes de puissance, qu'est-ce que cela change? Ça change tout. Parce que raisonner en termes de concurrence, sur le plan de la production de biens matériels, production de richesses, c'est un jeu à somme positive. Dans la mesure où, certes, à des degrés divers, chacun peut y gagner. Chaque pays est gagnant, avec des gagnants et des perdants à l'intérieur, mais chacun est gagnant. Par contre, une logique de puissance, c'est une logique, en fait, d'un jeu à somme nulle. Car la puissance s'exprime nécessairement au détriment des autres. On ne peut pas gagner en puissance en même temps. Et donc, c'est le point de départ du point de vue des États-nations, mais également du point de vue de ce que sont les relations sur les marchés, d'affrontements, d'oppositions, de différends. Et j'en donnerai deux exemples, qui vont sans doute être repris tout à l'heure. D'abord, sur le plan macroéconomique. Il est clair aujourd'hui que la plupart des règles sur lesquelles on s'était entendu, en matière de commerce, en matière de non-utilisation à des fins propres des taux de change, ont disparu. Et donc, il est clair qu'on manipule simplement pour exporter son chômage vers l'extérieur. Et il y a à chaque fois un gagnant et un perdant. Mais cette dimension macroéconomique est bien connue. Je voudrais mettre l'accent sur une autre dimension. La puissance aujourd'hui, ce n'est pas simplement sur le plan macroéconomique, là où les États-nations interviennent, qu'elle se manifeste. Cette logique de puissance est d'abord aujourd'hui sur les marchés. Sur les marchés parce qu'un certain nombre de firmes, à l'intersection de leur puissance technologique, mais également de leur taille, s'arrogent désormais un certain nombre de responsabilités qui jusqu'à présent étaient principalement assumées par les États. Ce sont bien sûr les grandes entreprises des nouvelles technologies qui, comme par hasard d'ailleurs, recouvrent le territoire chinois ou le territoire américain. Pourquoi parler ainsi de puissance à propos de ces grandes entreprises? Eh bien, simplement parce que désormais, dans le cadre de ce que sont leurs stratégies propres, elles empiètent sur les responsabilités des États. Je donnerai quelques exemples. Des encombrements en matière automobile, eh bien, on va avoir la voiture automatique. On a un problème de mise en œuvre en matière de santé, de mobilisation des moyens. La réponse vient des entreprises. On veut mobiliser l'innovation et mobiliser les meilleurs chercheurs qui ont fait un doctorat, qui ont fait une grande école en France ou aux États-Unis. Où vont-ils aujourd'hui? Avec un diplôme en mathématiques, un diplôme en informatique. Chez Google, chez Amazon, plus au CNRS. Et donc, il y a une sorte, et dernier exemple, le meilleur, en matière monétaire. On nous vend maintenant l'idée qu'il faut créer une monnaie qui se substituerait ou qui viendrait compléter les armes monétaires dont disposaient, les outils monétaires dont disposaient les banques centrales. Et donc, en résumé, il est clair que par leur poids, eh bien, au même titre que les deux grands éléments du véritable duopole mondial que sont la Chine et les États-Unis, il y a aussi, parmi les puissants, ces grandes entreprises technologiques. Et donc, comment faire? Est-ce que c'est une logique qui peut conduire à des affrontements constants, à des affrontements source non seulement de déséquilibre, mais également de différends pouvant aller jusqu'à des conflits, et les conflits présentent évidemment des risques considérables, ou bien sommes-nous capables de revenir à la définition que je donnais tout à l'heure, construire un régime, en revenir à des modes de gouvernance dont je rappelle la définition pour conclure. La gouvernance, c'est l'art de gouverner sans gouvernement, dès lors qu'il y a un accord. Merci. Merci André. Alors on va diviser le débat en deux questions. D'abord peut-être sur justement les grandes puissances étatiques et ensuite peut-être adresser la question des big tech. Donc la première question, c'est à quel point la montée des nationalismes de ces grandes puissances rend obsolètes les règles et les institutions communes qui ont gouverné la mondialisation depuis l'après-guerre, et quel est le risque de tension de cette fragmentation et tension commerciale, technologique, politique entre spécifiquement les deux blocs États-Unis et Chine. Peut-être on va commencer par Farid Zakaria. Donc on accueille, merci Farid d'être là. Je vous ai présenté comme la personne chez qui les grands de ce monde doivent défiler pour exister. So
politics are nobody if they are not on Zakaria, on CNN. Please give us, donnez-nous votre point de vue sur cette montée des nationalismes. Thank you so much, and my apologies for being late. I managed to do something probably for the first time at this festival, which is I sprained my ankle, not engaging in any athletic enterprise, but watching the opera. It was a very spirited performance of Tosca, as you may remember, and it was so energetic that I sprained my ankle. What I thought I would do is just set out what I think is now the emerging consensus, the kind of conventional wisdom, and explain why I think it is totally wrong. The emerging conventional wisdom is that we are now in a great and tragic moment for the Western world, that the rules-based order, the so-called liberal international order that was created by the United States after 1945 has rapidly eroding. This is because the United States is itself declining as a power, because the Trump administration pays very little respect to these institutions, in fact is trying to tear them down, and that as a result of this, we are going to have a kind of law of the jungle in which China, Russia, and other emerging powers will freelance, will rise in a manner that is completely antithetical to these institutions, to these rules and these norms. So why do I think this is totally wrong? Now let me be clear, to a certain extent I'm exaggerating, but to make a point, because I share many of the concerns that people have. I have written about many of the dangers that I worry about, and I urge policymakers in the West particularly to be attentive to these issues. But if you were to look at it historically and analytically, you would come to the conclusion that the liberal international order is doing okay. It isn't doing fantastically, but it is not collapsing. So the first thing you have to remember is there was never a golden age of the liberal international order. When people talk about it as if in the 1950s and 60s, you know, what we had was a world run by rules and orders and norms, and the United Nations and the Security Council ran the world, and everybody believed in free trade and open markets. That is not the world that existed. First of all, the United Nations was deadlocked within 5 years of its creation because of the Cold War. The Soviet Union and the United States could agree upon nothing. The UN basically became an empty forum for debate, disagreement, never for purpose of action. The last unified action that was taken in the UN was the authorization of the Korean War, which Stalin regarded as his biggest mistake. The Soviet Union foolishly and accidentally almost absented itself from that discussion, and after that, the Soviets never made that mistake, so they vetoed everything the Americans wanted. The Americans vetoed everything the Soviets wanted. That was the United Nations until 1991. The idea that we were living in some great a Garden of Eden of free trade is also completely untrue. Tariff barriers for the industrialized world were in the 15 to 20% range until well into the 1970s. It was the GATT round that began to lower them and has lowered them massively and very substantially. With all the tariffs that Donald Trump has put on, with all the protectionist responses of the Chinese government, with all the noise that you hear about all this, tariffs in the industrialized world today are at 3% on average. This is the lowest since the 19th century, since before World War I. Even if they go up 5, 10% from here, that means they are at what, 4%, 5%. It is true there are bigger non-tariff barriers, but believe me, if you had been in Europe in the 1950s, the non-tariff barriers were 10 times higher. One of the bizarre fates of the European Commission and of Europe and Brussels in general is that everywhere it has tried to reduce these, to create greater efficiency, to create benefits for the consumer, which
are then regarded simultaneously as being too large a state by the British and too much free market by the French. So the European Commission, in my view, must be doing something right, because, you know, on one side people think it is a free market juggernaut, on the other side people think it is a socialist juggernaut. So it must be sitting there somewhere in the middle. I make two quick points to close. The second is the United States is not declining nearly as rapidly as people think. Again, I know you hear all the noise, and there's no question that the rise of China is the single most important factor in world politics today. The United States remains about 20% of global GDP. It remains the largest economy in the world, growing fast, by which I mean in terms of rich countries. It is growing at 3% a year. It has achieved energy independence to an extent that is almost astonishing. The dollar is now used by 89% of international currency transactions. It is in fact more dominant today than it has ever been in the past. And so while, yes, there is a reordering taking place, the United States is not sinking as fast as people think. And while the Trump administration is taking some measures I strongly disagree with, they are not unraveling the world order, not yet. Give you one simple example. Yeah, Donald Trump, just very quickly, because then Donald Trump on NATO is asking other NATO countries to pay more for their defense. Is this an indication of somebody who wants to destroy NATO, or of somebody who wants to save it? And my final point, China is not Russia. And don't make that, that's the biggest mistake we could make. China is not a country trying to destroy the international order. It is a country trying to grow rich within that international order. If we make accommodations to the Chinese and deter them from some selfish and self-interested behavior, that combination of deterrence and inducement could well make China a very responsible stakeholder in the system. China is not Russia, and it is 10 times more powerful. So the key for all our conversation should be, are we able to handle the rise of China? Because if we handle it right, the liberal or international order will survive. If we handle it wrong, it quite possibly will fracture and die. Thank you, Farid. Alors, Farid a un point de vue contrarienne, comme on dit en bon français. Je vais passer la parole à Jean-François Cirelli de BlackRock sur cette même question. Merci, bonjour, et très heureux d'être parmi vous ce matin. En tant qu'Européen, je reste marqué par l'idéologie des puissances, donc je pense que nous avons toujours été dans une forme de puissance et de politique de puissance, mais que la différence, c'est que nous sommes passés d'une politique de puissance qui visait à la coopération entre les grands pays à une période de confrontation, celle que nous vivons aujourd'hui entre grandes puissances, et que cette période de confrontation contient des risques importants. Et donc, je voudrais mettre un peu l'accent sur les risques avec un angle un peu plus financier, de fait de mes responsabilités, et de voir comment on peut les combattre. Alors, quand même, un petit point pour dire que c'est vrai que la question principale, c'est la question, à côté du changement climatique, dont nous avons eu tout à l'heure d'ailleurs une excellente session, le risque fondamental que nous vivons aujourd'hui, c'est la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Et je voudrais rappeler quand même 2-3 choses. Premièrement, ce que les Chinois ont fait est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jamais en si peu de temps un développement économique avait conduit à sortir autant de monde de la pauvreté et de l'illettrisme. Et donc, c'est quand même la révolution chinoise que nous venons de vivre, c'est 10 fois en termes de temps, de vitesse que la révolution industrielle anglaise, c'est 100 fois l'échelle de la révolution anglaise du XVIIIe siècle. Donc c'est absolument fantastique. Aujourd'hui, l'Asie, c'est quand même la moitié de la population. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de classes moyennes au monde. Nous vivons les classes moyennes en Europe, aux États-Unis. C'est maintenant là-bas et leur croissance est 3 fois la croissance du G7. Donc on se retrouve avec une immense machine économique. Et la Chine contribue, il faut que vous le sachiez, à peu près à 1/3 à la contribution de la croissance mondiale, lorsque les États-Unis sont encore à 10%. Donc la Chine, c'est 3 fois plus dans la contribution à la croissance mondiale que les États-Unis. Alors les États-Unis, à côté de cela, sont passés du rôle de garant, qui nous allait très bien à nous, Européens, du système mondial, à une superpuissance qui est aujourd'hui challengée.
qui exporte de la volatilité, qui exporte de la fragmentation et qui exporte de l'imprévisibilité. Donc je crois que les temps sont quand même assez graves. We live grave times, disait Henry Kissinger il n'y a pas longtemps. Et donc finalement, ce que l'on peut en déduire, c'est que la politique, plutôt la période après la guerre froide, aura duré que 25 ans, période dans laquelle les relations étaient constructives et productives entre les grands pays, entre les États-Unis, la Chine, la Russie, avec deux grands mots qui étaient l'intégration et la mondialisation. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est très loin de Fukuyama 92 sur la fin de l'histoire, hein, et la période est dangereuse parce qu'à l'époque de la guerre froide, les relations commerciales entre l'URSS de l'époque et les États-Unis, c'était 1 milliard de dollars par an. Aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, c'est 1 milliard de dollars par jour. Donc on voit bien que si demain le mécanisme se déréglait, il y aurait des conséquences fortes. Donc aujourd'hui, nous avons un très fort sentiment, et on le voit en tant qu'Européens, de confrontation, pas seulement économique d'ailleurs. Certes, il y a la confrontation, il y a la guerre. Je pense que nous avons une vraie guerre aujourd'hui, qui est la guerre de la domination technologique, dans laquelle malheureusement les Européens ne sont pas très là. Mais il y a aussi une confrontation qui va au-delà de l'économie, sur la politique, sur les valeurs. On le voit tous les jours. Donc c'est une vraie politique et une confrontation de puissance. À un moment où le cycle économique, après la crise économique de 2008 et la recovery prolongée, pas exceptionnelle, mais prolongée, nous sommes quand même en fin de cycle et donc une période où l'économie mondiale est un peu fatiguée et donc où les risques économiques sont encore plus présents. Alors, ces risques, c'est lesquels? La guerre commerciale, bien sûr, mais aussi, et pour moi, la plus importante, c'est la démondialisation, même si notre collègue Farid nous dit qu'elle n'est pas tout à fait là. Je pense que quand même, il faut qu'on fasse très attention, parce que qu'est-ce que c'est qu'une démondialisation si tout allait pas bien? C'est un choc d'offres négatif sur la planète Terre. Et qu'est-ce que c'est qu'un choc d'offres négatif? Eh bien, c'est moins de marge, moins de productivité et des prix plus élevés. Et donc, on pourrait avoir une situation assez difficile. Alors, l'histoire ne se répète jamais, on le sait bien, mais les années 70 nous ont montré qu'on pouvait avoir de l'inflation et pas de croissance. Et aujourd'hui, tout le monde pense que l'inflation est morte dans le monde, mais est-ce que c'est une période pareille ne pourrait pas nous faire, paradoxalement, nous faire revivre une inflation dont nous aurions des difficultés à gérer? En tout cas, si demain, les marchés financiers, les économistes se pensaient que ce choc d'offres négatif arrive, qui réduirait la croissance potentielle mondiale, à ce moment-là, je pense que ce serait extrêmement dangereux pour la suite des opérations. Alors, on me dit qu'il faut s'arrêter. Donc, je vais m'arrêter en vous disant que les risques sont, à mon avis, présents, réels pour l'économie globale. Un soft landing n'est pas impossible, mais il faut qu'on y travaille tous ensemble. Et la première chose que nous pouvons faire en tant qu'Européens, puisque franchement, nous ne sommes pas dans la course, c'est de plaider encore pour une mondialisation. Je sais que ce n'est pas tout à fait à la mode dans les opinions publiques européennes, une mondialisation un peu mieux gouvernée, si possible, comme le disait mon voisin. Merci. Merci. Merci Jean-François Cirelli. Alors, ce que je vais faire, c'est demander à Ming Pokai peut-être de réagir aux deux interventions, mais aussi et peut-être surtout de nous expliquer à quel point, s'il le pense, les nouvelles puissances sont les big tech et quelles questions et quels problèmes ça peut poser aux États-nations. Ming Pokai. Oui, merci. Je ne suis pas macroéconomiste, hein, donc je ne vais pas vous faire une analyse de la situation mondiale. Je suis un investisseur praticien tous les jours sur le terrain. Nous investissons dans la tradition industrie traditionnelle, mais aussi beaucoup dans la technologie. Mais d'abord, réagir à le mot puissance. Je trouve que c'est un mot dangereux, parce que toute puissance est fragile. À partir du moment où vous dites que vous êtes puissant, que vous soyez politique ou économique, vous devenez un cible. Et politique passe, les hommes restent. Dans les sociétés technologie que nous voyons, c'est vrai, on voyait la émergence, la puissance au front depuis 15 dernières années. Rappelez-vous, en 2000, il y a encore le bulle Internet. Parce qu'à l'époque, le bulle d'or, il y a un grand paroi montagneux. Toutes les dynamiques que vous pouvez emmener, vous n'arrivez pas à faire ouverture de brèche. Mais maintenant, c'est vrai, avec le mobile, le téléphone que vous avez avec vous,
il sait tout sur vous, donc vous avez les données, et à partir de vous avez les données, vous avez créé en Chine BAT, Alibaba, Tencent, tout ça, et aux États-Unis, le GAFA, le Google, tout ça, etc. C'est vrai, ils sont devenus très puissants, parce qu'ils vous connaissent mieux que vous, donc ils peuvent vous targeter, ils peuvent vous proposer, et même sans savoir, sans que vous sachiez. Et ça continue, parce que les données continuent à grandir, ça rend toutes les choses encore plus précises. Mais au fond, tous ces gens-là, ils sont inquiets aussi. Toutes ces puissances, vous l'appelez, dans les grandes sociétés technologiques, parce qu'il y a 3 ans, quand je suis venu ici, j'avais expliqué la société que j'ai investissée, KT Pinduoduo. À l'époque, c'était tout début. C'était un e-commerce plateforme essayé, on ne dit même pas challenger Alibaba ou JD.com. C'était juste pour mieux servir les 700 millions de paysans chinois vivent à la campagne. 3 ans et demi, de 0 à 450 milliards de RMB de revenus et 400 millions d'utilisateurs. Introduit il y a 1 an à Nasdaq, ça vaut 26 milliards de $. Et aujourd'hui, Alibaba, il a trouille absolue de Pinduoduo. Vous ne connaissez pas Pinduoduo, vous connaissez tous Alibaba, mais au fond, Pinduoduo est déjà devenu la 2e plateforme e-commerce en Chine. Et là, il répond à un besoin, vraiment besoin. Les gens à la campagne, il répond pour les gens qui vivent à la campagne pour utiliser aussi l'e-commerce. Ils servent des millions de commerçants qui peuvent se trouver dans le fond de la Chine. Et bien sûr, tous les BAT, ils ont trouillé parce que Pinduoduo répond à un vrai besoin. Est-ce qu'on peut dire BAT est la puissance? Et même aux États-Unis, même partout en France, à l'époque j'ai parlé Travi, nous sommes investisseurs Travi au début, il vient de fusionner avec Getaround à Californie, soutenu par SoftBank, qui est devenu l'unicorne, le leader mondial dans la voiture location peer-to-peer, ça veut dire individu au individu. Voilà. Donc en espace de 3 ans, soit disons la puissance, finalement, ils sont en train de renverser par les jeunes entrepreneurs et qui a déjà prouvé en 3 ans et demi ce qu'ils peuvent faire. Donc quelque part, moi je pense que quand vous êtes en train de regarder dans le miroir, vous êtes puissant, enfin, que ce soit politique ou économique, mais vous n'avez plus le temps à écouter le vrai message, à voir les choses qui passent, même le moindre détail, parce que le consommateur, fondamental, c'est nous. Et donc, quelque part, il peut y avoir un jeune entrepreneur qui va probablement en train de faire quelque chose, ça va vous faire peur. Donc, la puissance, il n'a pas beaucoup de sens, et aujourd'hui, ce renouvellement va certainement continuer. Donc, je ne crois pas du tout le retour de la logique de puissance. Ce qui a seule chose est certain, c'est les jeunes, la jeune génération vont créer la puissance. Donc, s'il y a une recette qui sera toujours vraie, c'est il faut être sympa avec les jeunes. Bon, ça va faire plaisir à tous les étudiants qui sont bien représentés ici aux rencontres économiques d'Aix. Donc je vais demander à Bernard Guénier de réagir peut-être sur les 2 aspects. Mim Pokai, lui, pense que finalement la peur des big tech est exagérée, que le marché et la compétition va résoudre le problème de soi-même. Est-ce que c'est votre avis? Alors, peut-être, moi en tant que patron de PwC en France, c'est en tant que ceux qui accompagnent les entreprises, que c'est de là d'où je parle en quelque sorte. Donc moi non plus, je ne suis pas un économiste qui regarde les grandes tendances du monde avec une connaissance de ces sujets profonde. Sauf que peut-être quelques paradoxes en fait en termes de constat. D'abord, on a vécu après la Deuxième Guerre mondiale l'espoir, j'utilise ce terme, de mondialisation heureuse où jusqu'à la chute du mur de Berlin, on s'est dit tout va bien, le système de l'économie libérale fonctionne bien, les États-Unis, l'oncle Sam, sont là pour, de façon bienveillante, aider à faire évoluer le monde. Et comme ils étaient tout seuls, le phénomène de puissance, on a peut-être pu l'oublier. En réalité, il était toujours là. Moi, finalement, je confirme tout ce qui a été dit avant en montrant des paradoxes. Et donc aujourd'hui, avec la puissance émergente de la Chine qui, depuis longtemps, s'est réveillée, la puissance non seulement industrielle, mais technologique de ce pays est colossale. La vitesse à laquelle
si vous allez en Chine, moi qui ai vécu là-bas en 97 et voir la Chine aujourd'hui, c'est incroyable, extraordinaire, avec une capacité des citoyens chinois à embrasser la technologie beaucoup plus que nous. Donc une réalité qui émerge et qui pose problème évidemment à la puissance qu'avaient les États-Unis et qui reste très très importante, et je confirme, la puissance américaine par rapport à la puissance chinoise est largement supérieure, sauf que la vitesse à laquelle la Chine arrive pose question. Donc ça c'est le premier point. Alors pour les entreprises, là aussi quelques paradoxes. Il y avait depuis 30 ans ou 40 ans l'émergence de sociétés mondialisées, c'est quelque chose qu'on connaît, sauf qu'elle change. Avant c'était les pétrolières, maintenant c'est les GAFA ou les BATX. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qui compte aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la technologie, mais j'aurais tendance à dire c'est pas que la technologie, c'est que nous sommes rentrés dans l'économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance, c'est la question de savoir pour ces entreprises-là, est-ce qu'elles vont pouvoir disposer des données pour les analyser et qui va les analyser et qui va disposer de ces données et au profit de qui ? Et aujourd'hui, on n'en a pas parlé, vous n'en avez pas parlé, mais je pense qu'il y a un point très très important à comprendre dans la technologie, et nous le savons puisque nous le voyons, la maîtrise de la technologie et la maîtrise des comportements humains individuels, puisque lorsque nous donnons nos données et on reçoit en retour des services gratuits absolument extraordinaires, il faut bien le reconnaître, c'est parce que ces données peuvent être utilisées au profit peut-être de quelques-uns, et la question qui se pose aux États, c'est de savoir comment je maîtrise, finalement, en tout cas, je permets la liberté individuelle dans ce contexte. Donc ça, c'est un vrai paradoxe. Donc comment ces entreprises évoluent? Elles représentent à la fois la Chine par les BATX ou les GAFA pour les États-Unis. L'Europe est inexistante, puisque l'Europe, ça a été dit durant ces 2 jours, n'a rien vu venir, et aujourd'hui nous sommes largement en dépendance, mais, et moi je suis absolument positif, et je rebondis sur ce qui a été dit, ayant en tête une chose, ces GAFA ou ces BATX sont fragiles, parce que leurs technologies peuvent être mises en cause très très vite, les évolutions sont majeures, la solution n'est pas trouvée, ils ont de la force dans certains domaines, sur les plateformes, sur le cloud, mais certainement pas dans les données qu'elles possèdent ou dans la capacité à analyser ces données. Donc je pense qu'il faut être positif, au sens où les solutions, c'est 3 choses. C'est le rôle des États, c'est, je pense, et on n'en a pas parlé, je trouve, durant ces 2 jours, c'est le rôle des États, notamment en Europe, c'est investir dans l'éducation pour que chacun de nous puisse s'approprier la technologie et savoir la maîtriser. Il ne suffit pas de donner ces données, il faut maîtriser la façon dont on les utilise et qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on ne donne pas et qu'est-ce que ça signifie. Pour les entreprises, pour moi, c'est créer un leadership européen des entreprises en Europe avec un mode de vision et un leadership différent, c'est-à-dire être des entreprises qui soient dans la société, pas en dehors. Et je finis. Le dernier point, c'est le rôle des citoyens et le fait qu'on doit les aider à comprendre ce qui se passe, et surtout s'appuyer, et là je rebondis absolument sur la jeunesse, qui, à mon avis, a pas mal compris ce qui se passe. Elles savent qu'elles donnent leurs données. Si vous intéressez les jeunes, ils savent très très bien. Mais ils veulent cette technologie, ils la veulent, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Par contre, il faut aussi les éduquer tout le monde. Donc c'est ce qu'on fait nous chez PwC. Je vous donne un exemple. Nous investissons pour donner l'accès à des technologies chez PwC. On investit dans les 3 années qui viennent 5 milliards de dollars sur des nouveaux outils qui vont remplacer du Word, du Excel pour robotiser les process, pour analyser les données et regarder sur Internet des outils comme UiPath ou Alteryx, vous verrez que ces outils-là donnent accès individuellement à des capacités que nous n'avons pas aujourd'hui, que nous n'avions pas, mais qui sont aujourd'hui absolument intéressants et qui vont changer beaucoup de choses aussi. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Je vais demander peut-être à Farid Zakaria de réagir sur cette question des big tech. Est-ce que finalement les Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. sont une arme de conquête pour les États-Unis, pour l'État américain, ou est-ce que c'est un danger, comme le pense par exemple Elizabeth Warren, qui appelle à leur démantèlement, pas seulement à leur régulation au nom de la loi antitrust, mais carrément à leur démantèlement? Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question en tant qu'Américain? The problem of big technology is, I think, a larger one
than has been reflected on the panel. I share all the feelings that all companies are fragile. You can never see the next turn of technology or corporate behavior. I remember well being in Davos one year when there was this company called MySpace that everyone thought was going to be the social network of the future. And there was this other small company, Facebook. But the smart people all thought that MySpace was the better company, and that's why Rupert Murdoch invested $700 million in MySpace. And of course, it turned out to be wrong. That said, here is what I worry about with regard to technology. In the digital economy, it has become clear that we live in a winner-take-all system. That is, if you look at the United States economy as an example, what is the second largest search company in America? Nobody even knows. What is the second largest digital marketplace? Nobody even knows. There's Google, there's Amazon. What is the second largest social network after Facebook? Nobody even knows. What he's looking for, what Mingpo Kai is looking for, is investments in companies that can become the master of their field and so dominate that there is no number two. Now, this is a very unusual kind of economics, and mostly every other industry, yes, you know that there's Hertz, but there's also Avis. You know that there's McDonald's, but there's Burger King. There are very few instances in history where there is a number one, and then the number two is not half that size, but 10% that size, if they're lucky. So this has created a very different kind of economics, where the power of the number one is just overwhelming. And that power is then can be used in a way that makes it difficult for competitors to enter, makes it easier for the consumer to accept bundled products. The company can then become both the platform and the product. So if you think about Amazon as the platform, if Amazon starts producing goods and services and placing them on its platform in preferred places, that means it's going to be very hard for the next person to come up. So that is the problem as I see it, and we don't have a good way intellectually to think about it, because we have used our thinking about anti-competitiveness and antitrust in the last 40 years to revolve around one issue. Does the consumer get a better deal? Yes, the answer to almost all these questions I've posed is the consumer gets a better deal. The consumer gets, when they get Google, an amazing search engine, they get free email, they get free storage space, all that. But that may not be the only issue in terms of corporate power. If it is possible for Facebook to crush a newcomer like Snapchat, by simply copying its features, that is a nature of competitive power. So the problem, it seems to me, is very clear. The remedy is not, and this is where I part companies with Elizabeth Warren. I'm not so sure that we know, take Google. You were to break Google and YouTube up, what difference would that make? Probably the shareholders of Google would make money, because the two entities separated would probably be worth more. This is what happened to the oil companies when you separated them. You could break up Facebook and WhatsApp, and maybe that would we need a more creative way to think about this, and I give you a final example of the complexity of this problem. The Europeans have been much more willing to approach this problem with a strong regulatory bent. I basically agree with that. Their solution, for example, has been largely around this issue of, is the consumer consenting to have his data used or her data used? And so we all know when we come to Europe as Americans, we have many more I agree buttons that we have to keep pressing every time we use a website. You have to agree to let your data be used. Do you know what the net effect of that has been? The market share of Google has gone up, because what ends up happening is the consumer says, I trust Google. They're a big company, they are under scrutiny, they will not abuse my data and sell it. But this weird new website that comes out of China or some, who knows what they're going to do. So the gap has actually grown between the big and the small, which was the opposite of the intent of the regulation. Donc c'est contre-productif.
Peut-être Jean-François Cirelli veut réagir aussi sur les big tech et les problèmes de puissance que ça pose. Oui. Rapidement, trois observations, deux sur la question et une personnelle, si vous me permettez. La première, c'est que je crois qu'il n'y a pas le level playing field aujourd'hui entre les entreprises privées et les régulateurs. Je pense que les gens qui gagnent de l'argent, qui font les algorithmes, qui font tout ce que nous voyons sur Amazon et autres, sont dans la sphère privée et que le régulateur est très en arrière. Et donc, si on n'a même pas la connaissance. Il n'a même pas la connaissance et c'est pas facile. Vous avez par exemple des algorithmes. Est-ce que jusqu'où ça tue le droit de la concurrence ou pas? Donc, je pense qu'il y a un immense effort du droit de la régulation à faire et le public ne peut pas se payer aujourd'hui les jeunes qui savent gérer les algorithmes, qui sont tous dans le privé. Donc, on a un vrai sujet là. Deuxièmement, je dirais, les États se vengent toujours. Donc je fais partie de ceux qui pensent que si ça va trop loin, à un moment donné, les opinions publiques, les États arriveront à taper les GAFA comme il le faudra. Donc sur la durée, je ne suis pas très inquiet. L'histoire montre que les États ont toujours le dernier mot. Et le dernier point, si vous permettez, parce que je ne pense pas que je reprendrai la parole, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que l'Europe n'est pas dans tout ça. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on ait un sursaut européen, qu'on ait une vraie volonté européenne. Il est urgent de l'avoir. Je pense que les jeunes le veulent. Et j'aimerais qu'on arrête d'être dans un pays qui ne fait que commémorer le passé. On a même un catalogue des commémorations officielles du passé et qu'on pense plus à l'avenir. Donc, Bernard Guénier, je pense que vous voulez réagir également à l'intervention de Farid. Oui, je voulais réagir sur un point, en fait, sur ce problème de la régulation. Effectivement, souvent on critique l'Europe, mais je pense qu'au niveau de la régulation sur l'antitrust, aux États-Unis, la question se pose de savoir si cette régulation est la bonne, et finalement ils regardent vers l'Europe d'une certaine façon. Alors, sur le sujet de la régulation, le vrai sujet, c'est ces services gratuits ont un coût, un prix, et le prix, c'est le prix de la liberté quelque part aussi. Donc la question qui se pose, c'est la liberté de choix vis-à-vis de ces différents fournisseurs de services. Et aujourd'hui, le winner takes it all, c'est exactement ce sujet. Donc je pense que la régulation doit se poser la question en étant conscient de la vitesse à laquelle ces technologies avancent, pour qu'on donne aux citoyens, à l'individu, cette capacité de choix, et ce qui n'est pas le cas, puisque effectivement ces plateformes sont extrêmement puissantes. Attention, elles ne sont pas puissantes partout, elles ne sont pas puissantes sur toute la technologie et la chaîne de valeur de la technologie, elles sont puissantes sur le cloud, elles sont puissantes sur les chips, elles sont surtout américaines, donc il y a beaucoup de sujets, c'est pas aussi simple que ça, et n'oublions pas que certains ont disparu, qui se souvient de Yahoo aujourd'hui, ou d'autres. Donc il y a de l'espoir, et je pense, je reviens sur ce que dit M. Cirelli, il faut quand même que l'Europe se réveille, c'est le premier point, qu'on arrête de se regarder en se disant qui va avoir raison entre nous, l'ennemi extérieur, entre guillemets, est ailleurs, et l'investissement pour moi dans l'éducation et l'économie de la connaissance, c'est le point clé dont personne ne parle suffisamment pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à Ming Pokai de réagir avant de donner la parole à la salle pour quelques questions. Et j'avais moi une question pour vous, c'est est-ce que les big tech chinoises, finalement, vis-à-vis de l'État chinois, ont les mêmes relations que les GAFA vis-à-vis de l'État américain, ou est-ce qu'elles sont beaucoup moins libres? En fait, je crois qu'il y a vraiment une mauvaise perception. Je ne crois pas GAFA a des liens très étroits avec l'État américain. Et je ne crois pas vraiment BAT au service du gouvernement chinois. C'est tellement avancé. C'est perçu en j'ai 3 points. C'est tellement avancé tellement vite. Pour réguler, il faut connaître. Je pense qu'aujourd'hui, il nous manque de talents dans le régulateur, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de passer, qu'est-ce qui va passer. Déjà, première chose. 2, je pense que je ne compte pas sur la politique pour nous protéger en tant que consommateurs. Par contre, je trouve les entrepreneurs citoyens, ils créent des choses extraordinaires. Je vais vous donner l'exemple. Ça me porte chance chaque fois quand je cite le nom de mon portefeuille. 3 ans après, il devient unicorne. Il y a une société qui s'appelle Kaios. Ça ne vous dit rien? C'est le 3e système d'exploitation de mobile. Pour les téléphones pas chers. Même à $40, tu utilises Kaios, tu as Facebook, tu as Google. Quand tu ne peux pas accéder à knowledge, à l'information, inégalité digitale créée. Et là, Kaios,
C'est une technologie française de Thomson qui a été vendue à TCL. Les Chinois ne comprenaient pas. L'ingénieur français proposait spin-off. TCL reste actionnaire. Tout de suite, Google est devenu aussi co-investisseur. Ils ont créé la société de recherche et développement à Shenzhen, entreprise commerciale à Hong Kong, enregistrement le holding aux États-Unis. Les Chinois trouvaient que c'est une technologie chinoise. Les Européens trouvaient que c'est une technologie européenne. Les Américains trouvaient que c'est une technologie américaine. Partout où ils vont, ils sont locaux. Personne ne dit, ah tiens, ça, il faut le bloquer. Donc, il y a des entrepreneurs, ils ont réinventé les frontières. Vous pouvez faire les vagues dans l'océan, ils plongent 2 ou 3 mètres, c'est calme le plat. Le vrai poisson, ils sont là. D'accord? KT Capital, nous sommes très français. Il n'y a pas plus français que KT. Parce que la majorité de notre investisseurs européens, nous avons aussi Trinity Européen, il n'y a pas plus chinois que la Banque de développement de Chine et Silk Road Fund. Il n'y a pas plus américain qu'on a beaucoup de familles là-bas. Ça fait 30 ans, je suis en France. Depuis 7 ans, 7 years, I'm living in New York. Okay? Et puis, j'ai resté profondément, même pas chinois, je suis de Fujianese, de mon village de Fujian. D'accord? Voilà. Donc, quelque part, quand vous êtes comme l'eau partout, vous contribuez à cher l'économie locale. Personne ne barrière la route. Et surtout, nous sommes sympas. On est là pour contribuer. Donc, quelque part, il y a des gens qui inventent des modèles. Donc, la régulation, bien sûr, j'espère que ça va arriver vite. Il nous reste peut-être juste 2 minutes pour 2 questions dans la salle. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais vous pourrez aller voir les intervenants. Donc, je suis confiant. Voilà, je suis confiant. Il ne faut pas avoir peur. Merci. Est-ce qu'il y a des micros pour le... Oui, d'abord là et ensuite là. Et après, ils vont devoir s'arrêter malheureusement. Oui. Bonjour. Donc vous avez parlé des jeunes. Donc tout à l'heure, sur l'émission avant, on était sur la déréglementation. On rappelle que l'Afrique va passer de 1 milliard à 2 milliards. Ne pensez-vous pas qu'un des enjeux aujourd'hui de cet retour de la puissance, c'est de voir comment on peut mobiliser les diasporas, parce que vous êtes quelque part un peu de cette diaspora, pour aller plus vite et connecter un continent, puisque ça a été rappelé, sur les 1 milliard qu'il y aura de plus en Afrique, ces gens ne pourront pas habiter là où ils sont, du fait de la déréglementation. Donc, est-ce qu'il n'est pas de rappeler l'importance de l'humain, et que si on veut aller plus vite, il faut garder ces connexions, et par exemple, Zakaria, même s'il est américain, pour beaucoup, ça reste de la diaspora, et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas encore redépendre, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que la technologie qui gouverne le monde, alors que vous oubliez qu'il y a 95% de l'humanité qui est aujourd'hui sous les radars de tout le monde, c'est les TPE. En Afrique, on rappelle que c'est le pays où il y a le plus d'autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas être salariés. Là, c'est plus une remarque qu'une question, donc je ne sais pas si ça appelle une réponse. Non, l'Afrique, non, c'est important. On vient de créer un fonds qui s'appelle pour l'Afrique, pour investir dans les entrepreneurs tech là-bas. Non, il faut connecter l'Afrique. Et effectivement, il y a un grand diaspora africain qui retourne créer des sociétés, notamment dans le fintech. Merci de vous nommer, de poser une question et dire à qui vous voulez la poser précisément. Oui, bonjour, Adnan Mézian, banquier. Question for Fareed Zakaria. Thank you very much for being here today. Quick question. How can you explain the fact that Mohammed bin Salman of Saudi Arabia and Benjamin Netanyahu of Israel are being so influential in determining the direction of the foreign policy of the United States? For those who didn't hear, the question was how could the Crown Prince of Saudi Arabia and the Prime Minister of Israel be so influential in directing or influencing the foreign policy of the United States? Honestly, I don't have a good answer for that. I'm not sure I fully understand why they are. I've criticized the fact that they are. I think that part of the phenomenon that you're watching is that the United States, ever since the Iraq War, has been retreating from the Middle East, has felt that it was over-invested in the Middle East. And this is not just Donald Trump. This was Barack Obama as well. And this is partly a reflection of the American public's mood, which has been to return to a somewhat more isolationist, less involved, less entangled view of the world. Now, the problem is the world doesn't stand still. So what has happened in the Middle East is the US is withdrawing. It is producing a power vacuum into which new actors or old actors are entering. So what is happening in the Middle East right now is you have a very complicated multiple power play
where the Russians have tried to re-enter the Middle East through Syria. The Turks have tried to get more involved through Syria. The Iranians have been trying to protect themselves in Syria, Iraq, Lebanon, Yemen. And the Saudis have been pushing for very anti-Iranian policy with the help of the Israelis. So everyone is jockeying for influence, and the United States under Trump has decided we don't want to get involved, so who are the good guys whom we can back? America always looks for good guys, and they invariably get the good guys wrong. They always, in Syria, for example, they were sure there must be some good guy they could support, and they searched for 5 years and they couldn't find somebody, So they knew who they were against. We were against Assad, we were against ISIS, we were against al-Nusra, we were against al-Qaeda. That's all the people who were fighting in Syria. So we created our imaginary Free Syrian Army that we could support. In the Middle East today, what you have is this complex power play. The US has subcontracted to these people, but that is producing more instability, not less. Look, if you look at Yemen right now, you have 10 million people on the verge of starvation. You have a Syria that is still deeply unstable. So it's a good, in a sense, it's a window of the world we are entering into. A world in which the United States withdraws, where some of the local players become more active, and the net result is more instability, not less instability. We may look back very fondly in places like this to the era that everybody used to criticize of American hegemony, because at least with the hegemony, you got a certain degree of stability and order. Merci beaucoup, Farid. Alors, j'ai pas du tout le temps de conclure, donc je vais juste dire que sur toutes ces questions, on doit rester optimiste, mais que c'est un optimisme de combat pour maintenir l'ordre multilatéral de l'Ouest et aussi pour contenir la puissance des big tech tout en profitant de leurs innovations. Merci à tous, merci beaucoup.